Bien le bonjour, c'est Mickaël de Bricole Geek. J'ai acheté un truc et je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur la chaîne, qui est un peu à l'abandon, faut le dire. Voilà ce que j'ai acheté. Voilà, donc c'est une Nissan 370Z. On reste dans le japonais, mais pour le coup, c'est pas du jeu vidéo. Et du coup, je l'ai passé à l'éthanol. Alors, bon là, j'ai déjà fini la conversion, hein, ça fonctionne. Mais je vais, comment dire, rajouter en fait des choses que j'ai filmées au début. Je suis pas du tout un spécialiste des vidéos tuto en mécanique, mais bon, j'ai pris le soin de filmer et de commenter quelques passages au fur et à mesure, suivant mon avancement du projet. Donc il m'a fallu l'après-midi quand même pour pouvoir faire la chose. D'autant plus que j'ai eu quelques petits problèmes. C'est une voiture qui a besoin d'un cric vachement plat et le mien il faisait minimum 150 mm de débattement au mini. Donc il a fallu que j'en rachète un à 120. Et la clé à choc, j'en avais pas. J'avais un truc clé à choc, voilà, un outil multifonction avec clé à choc. Sauf que le problème, c'est que ça suffit pas. Faut un truc qui a la patate parce que il faut enlever cette pièce-là. Et cette pièce-là, les boulons, ils sont serrés mais à bloc. Donc merci d'abord à Evan de Gaillard le bricoleur, hein, parce que c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi à faire ça, même si c'est pas du tout le même moteur que la 350Z. Ouais, je me suis appuyé, on va dire, sur les conseils qu'il donnait sur la vidéo de la 350 pour faire la 370. Donc le moteur est un petit peu différent. Le plénum, qui est la partie supérieure sur la 370, n'est pas du tout refroidi par eau comme sur la 350, et on a une double admission d'air, ce qu'il n'y a pas apparemment sur la 350. La durée d'essence, c'est pareil, c'est complètement différent. La position des injecteurs, c'est pareil, c'est différent, donc il faut démonter les injecteurs et tout. Donc c'est un peu plus compliqué, je trouve, que la 350, parce que faut bidouiller la durée d'essence, parce qu'on peut pas la voir d'office, d'origine, avec un raccord rapide. Comment dire, bon, le plénum se démonte complètement, contrairement à la 350, sans risque de foutre de la flotte partout. Les admissions d'air sont pareil à boucher, évidemment, vu que c'est directement accessible. Et au niveau du démontage, voilà, ça se fait plutôt bien avec les durites. Donc je suis content, ça s'est fait plutôt facilement, sachant que je suis un putain de noob en mécanique, quoi. Moi, j'avais une Skoda Roomster avant, enfin je l'ai toujours, mais à part faire ma vidange dessus, j'ai changé mes plaquettes. Voilà, ça se limite à ça, mon expérience en mécanique. Si une fois avec un oncle j'ai changé une silencieux arrière et intermédiaire parce que c'était rouillé sur une 307. Voilà, et là aujourd'hui j'ai démonté la partie du haut moteur avec le plénum et puis tout plein de durites et tout ça. Et j'ai passé le véhicule à l'éthanol alors que j'avais jamais fait ça. Donc c'est super cool, ça fonctionne bien en plus. Petite note quand même sur le P20 Pro, le portable avec lequel je filme. C'était une galère pour réussir à me connecter au boîtier. Il a fallu que j'aille dans les autorisations de iFlexfuel, parce que c'est un boîtier iFlexfuel, et que j'autorise la localisation. Ensuite, quand je me suis connecté sur le boîtier, parce qu'il a enfin réussi à le voir, il a fallu bien cocher la case, comme quoi il fallait que je partage mes contacts. Et là, paf, ça y est, j'avais accès au boîtier. Seulement si je faisais back dans le menu, bah pouf, fallait que je me reconnecte dessus, sinon je perdais toutes les infos. Bon, néanmoins, ça fonctionne, au moins pour vérifier que le boîtier marche, et quand je remettrai de l'éthanol dedans, bah voilà, ça marchera. Donc, pour le démontage de ce truc-là, parce que j'ai pris une vidéo après, on va dire, et pour le démontage du tout début, vous avez donc trois boulons, dire à virer là, et deux autres là-bas. Et pour y accéder là-bas, il faut enlever le cache avec deux petits machins comme ça. On fait lever le milieu et paf, ça s'en va. Et j'ai enlevé le joint, en fait, qui faisait la continuité. Donc à remettre bien sûr à la fin. Donc une fois qu'on a enlevé ça, en fait, hop, voilà, on lève et en fait ça se sépare en deux. Voilà, ça se sépare en deux. Il y a la partie ici et la partie là. Donc là, c'est facile. Hein. Il y a trois trucs et ici, il y en a deux. Voilà, ça s'en va tout seul. Et après, vous avez accès au-dessous. Je veux rajouter à la suite donc le restant de ma vidéo. Désolé si les propos sont pas vraiment dans la continuité. Je ne l'ai pas faite dans la continuité. Bon là, je vous filme le remontage, mais je vais mettre ça en début de vidéo.
Voilà, donc c'est pour vous expliquer un peu tout ce qu'il y a à enlever pour pouvoir accéder aux injecteurs sur la 370Z. Donc j'ai enlevé la grosse barre en triangle qui était sur le dessus. Donc déjà, la clé à choc obligatoire. J'ai foutu en l'air une douille de 14 et un écrou un peu abîmé, je pense, pour le haut là-haut. Donc je vais le changer. Mais voilà, à utiliser de l'outil adapté. Et pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré. Du coup, pour enlever le plénum, j'ai enlevé du coup le flexible ici d'arrivée d'air, qui permet ensuite du coup d'accéder à toutes les vis pour pouvoir enlever ce morceau-là, parce que voilà, il est fixé sur le plénum. Ce petit haut-là était branché donc à une sonde qu'on voit là, donc il a fallu bien sûr le débrancher du fait que j'ai enlevé le flexible. Là, j'ai enlevé carrément la boîte à air avec le flexible entier tout monté. Pourquoi? Pour la même chose, pour pouvoir accéder aux vis de ce truc-là. Le papillon, je crois, c'est ça. Ensuite, on a du coup des durites d'air à enlever. Celle-là. On a la vis ici qui est à enlever. On a toutes les vis ici qui sont à enlever. Donc ça, c'est du 12. Ici c'était du Torx et pour là on a des vis ici à enlever, donc on a les vis de fixation de ça, les deux ici et il y en a une en dessous là, tout ça c'est du 10. Il faut enlever aussi le petit flexible, enfin la petite durite qui est ici, la durite qui est ici, et normalement on a fait le tour. Donc il n'y a pas de flotte là-dedans, c'est que de l'air. Contrairement apparemment à la 350Z, donc je n'ai pas testé, mais Gaillard le bricoleur disait qu'il y avait de la flotte sur le haut. Sur celui-là, il n'y a pas de flotte, donc vous pouvez y aller. Par contre, évidemment, là, il va falloir derrière protéger les admissions d'air qui seront à l'air. Alors après avoir mis la connectique, bon là ça y est, le faisceau est enfin installé. Alors je vais vous décrire un peu ce que j'ai fait. Déjà il a fallu déconnecter toute la rampe d'injecteur, donc il a fallu desserrer les vis là, la vis là, la vis là-bas, la vis là, et les deux petites vis ici de 10. Les autres c'est du 12. Donc il a fallu tirer sur les injecteurs qui sont juste emboîtés avec un joint torique. Ça il a fallu le déconnecter, mais assez dur à l'enlever, donc il a fallu que je mette un tournevis plat là, un tournevis plat là, et que je fasse levier pour essayer de le virer de là-dedans. Une fois ça fait, donc j'ai pu enlever toute la rampe, et après donc je l'ai sorti un peu comme ça en biais, et j'ai enlevé la connectique qui était au fond. Après ça, j'ai eu enfin accès à la connectique des injecteurs qui est super dur à enlever. Pour arriver à l'enlever facilement, j'ai utilisé une petite pince à bec un peu coudée, où on appuie en fait sur la connectique extérieure. Il y a une partie mobile, donc on appuie sur la partie mobile et la partie fixe. On pousse vers l'injecteur et on retire après la connectique. Le fait de pousser va libérer en fait l'ergot, et c'est une merde à enlever. Donc ça y est, là j'ai rebranché les fils du kit iFlexwell. Donc je suis parti sur le commun égale le plus. Donc le commun c'est le vert. Donc le vert c'est la connectique à droite sur les enfiches, enfin les embouts qui sont fournis avec, si on met l'ergot vers le haut. Et donc voilà, on retrouve tout le faisceau qui était branché dessus. J'espère que je me suis pas trompé, on verra bien à la mise en route. Donc la connectique bien sûr, c'est pas comme sur une 350Z où il y a de la place. Là sur une 370 il n'y a pas beaucoup de place. Donc certains connecteurs sont en dessous, d'autres sont au-dessus. Celui-là par exemple je vais le repasser en dessous parce que c'est pas possible. Ça va cogner dans le plénum, alors que l'autre là-bas c'est bon. La majorité voilà sont en dessous. En dessous il y a un petit peu plus de place. Voilà. Et donc pour ce qui est du repiquage du capteur d'essence, on peut voir que ici on a le régulateur de pression sur la rampe d'essence, et là c'est pas un embout un embout rapide, et à mon avis ça va faire comme sur les 350. Je vais suivre le tuyau jusqu'en bas, et il y a de très grandes chances que ce soit une connectique à raccord rapide en bas, et donc je ferai dans la même chose que dans la vidéo de Evan Gaillard le bricoleur sur la 350, où on mettra le capteur par là-bas. Bon, là maintenant on est sur le capteur d'éthanol, et donc la conduite essence, comme je le disais, elle arrive là. Donc sauf que le problème c'est que voilà, elle descend
Voilà, il y a un petit boîtier en dessous là, je sais pas ce que c'est, il y a un petit machin qui est caché. À mon avis, c'est juste un carter en fait en plastique, peut-être pour protéger déflecteur, peut-être, je sais pas, ou en métal peut-être, déflecteur par rapport à la sortie voilà du pot d'échappement. Et contrairement à la 350Z, ici en fait, il n'y a pas de connecteur rapide quoi. On a le carter plastique. Et ça part directement au réservoir, j'ai l'impression. Je vais essayer de démonter quand même ce truc-là, mais j'ai l'impression que je vais être obligé de me reprendre là-dessus, quoi. De sortir démonter là les deux écrous, enlever le régulateur de pression et insérer en fait le capteur d'éthanol à cet endroit-là, quoi. Voilà, bon, j'ai coupé la durite. Parce que j'avais pas le choix, de toute façon ça sert à rien, elle est en plastique à l'intérieur avec un caoutchouc sur l'extérieur et on peut pas en fait l'enlever du capteur d'origine parce que c'est complètement moulé dessus. Donc j'ai été obligé de la couper et le bout qui était resté dessus, j'ai passé un coup de cutter dans ce sens là pour l'enlever, un cutter qui coupe bien. Et j'ai passé un coup de papier à poncer fin pour enlever la trace de cutter qu'il y avait sur le métal, pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de, on va dire, de ligne de fuite pour l'essence le long de cette coupure, quoi. Donc voilà, bon, c'est raccourci de quoi, pas grand chose, hein. On est coupé à ras, s'il fallait vraiment le raccorder, on pourrait refaire, quoi. Mais voilà, là j'ai pris du coup le capteur à éthanol qui va être mis en série avec les raccords rapides fournis avec le kit. Voilà, bon la suite une fois raccordée. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à foutre ce foutu raccord rapide. Donc en fait, il faut savoir que cette durite là, c'est une durite plastique dure derrière, et mou à l'extérieur, sauf que elle a du mal à se prêter pour se mettre sur le raccord rapide. Je pense que ça doit être chauffé en usine, et après ils raccordent ça directement sur le machin métallique, quoi, mais directement en usine, et après ils ont juste à monter. Sauf que là, une fois qu'on a coupé, pour pouvoir remettre, c'est un peu chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé la durite, mais comme je voulais pas qu'il y ait une inflammation de l'essence, quoi, j'ai chauffé avec un décapeur thermique ici qui est réglable en température, donc j'ai mis à peu près à 230-240 degrés, qui est la température de ramollissement, on va dire, des plastiques courants style ABS. Et j'ai utilisé le manche d'un pinceau de peinture en général, mais plus artistique, que j'ai inséré en fait dans le trou. Et comme il est conique, en chauffant, j'ai poussé et ça a fini par écarter un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Ce qui fait qu'après, j'ai continué un peu à chauffer et j'ai tout de suite inséré l'embout, et en forçant bien comme il faut, avec toujours en tournant dans le même sens. Donc moi c'était le sens horaire parce que je suis droitier. Voilà, ça a fini par rentrer. Alors c'est pas complètement, là il reste environ 5 mm, mais l'important c'est que j'ai passé la gorge avec le joint torique du raccord rapide, et j'ai mis le sertissage avec le collier directement sur cette gorge là. Donc j'ai essayé, ça tient, ça bouge pas. Et surtout j'ai vérifié que quand j'ai enlevé le raccord rapide une première fois, le trou dans lequel est rentré le raccord rapide, c'est bien la durite rigide, et pas on aurait poussé la durite rigide et la flexible serait restée là-dessus. Là je pense que ça passerait pas, parce que la rigide, à mon avis, elle est là pour supporter la pression, et la flexible, elle est là pour supporter les chocs. Or si on met pas le raccord rapide sur celle qui est rigide, à mon avis, une fois qu'on va mettre en pression, paf, ça va exploser, quoi. Donc voilà, ce serait con de faire exploser une durite d'essence, surtout en pleine arrivée d'essence dans un moteur, c'est des coups à foutre le feu à la bagnole. Voilà, donc je suis pas un professionnel, mais voilà, s'il y en a qui ont des conseils ou des choses à donner, j'ai cru comprendre qu'il y avait des kits pour mettre des raccords rapides, mais je crois que je suis tombé sur un site de bateau, un truc comme un pistolet à serre-joint, où on prend la durite d'un côté et puis paf, on insère une bague, une tige de force qui vient écarter en fait la durite d'origine, la durite flexible. Donc s'il y en a qui sont mécanos, qui peuvent donner leurs conseils, ça sera intéressant. Pour ce qui est du capteur de pompe, capteur d'éthanol, voilà, donc il arrive ici. En fait, j'ai la durite d'essence d'origine qui arrive là, avant l'arrivée là, et j'ai fait un chemin, j'ai fait hop, et je reviens là sur le capteur, c'est un pressostat ou régulateur de pression plutôt. Voilà, qui arrive ici, et voilà, donc je suis reparti du coup avec un embout coudé, embout rapide.
Voilà, c'est assez long, c'est flexible. Le but étant de pas gêner en fait le tuyau qui arrive là. Pour le boîtier, il n'y a pas vraiment beaucoup de place, donc du coup je l'ai foutu ici. C'est assez plat, voilà, ça. Comment dire, au niveau des fils, on y est juste, on ne peut pas aller plus loin. Donc j'ai pas trop le choix. Je peux pas le mettre aligné là, c'est pas possible, ça rentre pas. Il dépasse un peu trop, donc voilà. Bon, cela dit, on peut facilement le débrancher ou le virer le temps d'enlever la batterie. En attendant, voilà, il est bien calé à son endroit. Voilà, il bouge plus. On peut refermer facilement le cache. Voilà, et c'est tout propre. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Je n'ai pas fait de vidéo pour vous montrer voilà, que le moteur est en fonctionnement. Il est en fonctionnement vu que je suis allé au boulot aujourd'hui avec. Euh, j'ai pas pu tester non plus d'ailleurs la tenue de la voiture à l'éthanol parce que pour l'instant j'ai encore un restant de plein d'essence avec de l'éco 10 000 de chez Mecaron pour nettoyer voilà, le moteur de manière générale. Vu que c'est un véhicule que j'ai eu il n'y a pas longtemps, je préfère faire un petit coup de check-up avant. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Il y en a plein d'autres qui ont fait ça apparemment avec plus des reprogrammations. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec le boîtier e-Flexwell. D'autant plus que ça marche très bien aussi sur des 350 et tout ça. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, partagez. Voilà. Salut!